Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau café de l'INAS. Aujourd'hui, nous accueillons un invité de marque, Clermont-Gauthier, professeur émérite à l'Université Laval au Québec. Bonjour Clermont. Bonjour Marie. Tu as consacré une grosse partie de ta carrière à l'étude des courants pédagogiques et à l'évolution de l'enseignement, non pas en te basant sur des opinions ou encore sur des théories, mais en creusant la littérature et les recherches fondées sur des données probantes. Ça t'a permis notamment de montrer que certaines approches pédagogiques sont plus efficaces que d'autres. Et aujourd'hui, on va parler de formation des enseignants. Et je voudrais te poser une première question. Est-ce que tous les programmes de formation des enseignants se valent? En fait, pour moi, ça a été une surprise, cette histoire-là, de l'efficacité des programmes de formation à l'enseignement, parce que ce n'est pas un sujet qui a été examiné beaucoup. Mais quand on commence à regarder les études qui ont été faites là-dessus, là, on peut constater qu'on a un certain nombre de surprises et on fait des découvertes. Par exemple, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, le Tennessee Value Added Assessment System. C'est une étude à partir d'un concept qu'on appelle la valeur ajoutée des enseignants. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a voulu mesurer l'efficacité des jeunes diplômés des universités du Tennessee, leur efficacité mesurée à partir de l'apprentissage des élèves. Alors, on prend une mesure en début d'année scolaire, on prend une mesure à la fin de l'année scolaire et on reproduit ces mesures-là durant les 3 premières années d'enseignement. Et cela permet finalement de voir, de se donner une idée du progrès des élèves de tel finissant. Et ce faisant, on peut associer évidemment la courbe de progression, c'est-à-dire l'efficacité des finissants, à une université ou à une institution de formation. Et là, on se rend compte qu'il y a des institutions de formation qui produisent de façon régulière des étudiants dont des finissants, c'est-à-dire des nouveaux diplômés, dont les élèves réussissent bien. Alors, dans leur étude, ils appellent ça des étudiants hautement efficaces, au fond, c'est-à-dire des étudiants dont les élèves réussissent aussi bien que des enseignants expérimentés. De la même façon, on peut constater aussi qu'il y a des étudiants qui sont aussi mauvais que des enseignants expérimentés qui ne réussissent pas à faire bien apprendre leurs élèves. Alors, le tableau qu'on voit permet d'illustrer cela. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement on peut voir dans le tableau, évidemment, les points verts indiquent les universités qui réussissent à faire apprendre davantage les élèves de ces finissants-là. Les points verts, donc, indiquent les universités efficaces, si on veut, dans leur programme de formation. Les points rouges, en revanche, ceux qui sont sous la ligne du 50 % indiquent des institutions de formation dont les élèves, les finissants, ne réussissent pas bien, ne réussissent pas à faire apprendre les étudiants qui sont dans leur classe. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que non seulement les institutions de formation d'un même État produisent des finissants dont l'efficacité varie, mais aussi, c'est que ça ne dépend pas nécessairement de la grosseur d'une institution de formation, de petits programmes de formation, c'est-à-dire que s'adressant à moins d'élèves, moins d'étudiants, peuvent réussir très bien à les former, alors qu'une autre institution plus prestigieuse, finalement, les finissants de cette institution-là en formation à l'enseignement ne réussissent pas véritablement à faire en sorte que leurs élèves apprennent au cours de leurs 3 premières années d'enseignement. Alors ça, c'est révélateur, cette étude-là. Évidemment, c'est du travail de statisticiens de bon niveau, mais on réussit quand même à établir des courbes intéressantes d'efficacité. Cependant, bon, il y a toutes sortes, on peut critiquer, et c'est critiqué aussi. Ça peut servir à comment je dirais, congédier les mesures sur la valeur ajoutée, mais on peut s'en servir pour congédier des enseignants. On peut s'en servir aussi pour
comment je dirais, embaucher les meilleurs finissants. Mais cela dit, on peut s'en servir aussi pour soutenir les étudiants qui sont en difficulté dans leur classe, et ça, c'est une fonction plus positive, ou encore aussi, on peut s'en servir pour aider ou soutenir les programmes de formation à s'améliorer dans leur processus de formation des étudiants. Et là, on peut susciter un dialogue avec cela. Mais c'est sûr que quand c'est rendu public, que ces données-là sont devenues publiques, là, évidemment, ça suscite énormément de réactions. Et ces études-là ne laissent pas les gens indifférents, ça c'est certain. Tout à fait. Et donc ici, tu as bien brossé le portrait de cette manière-là d'évaluer des programmes de formation. On l'a vu avec ce qu'elle a de positif et les dérives à éventuellement auxquelles être attentif. Il existe aussi d'autres manières finalement d'évaluer l'efficacité de programmes de formation des enseignants. Pourrais-tu nous en dire plus à ce sujet? Oui, on a fait il y a quelques années j'étais avec une étudiante de doctorat, elle faisait sa thèse là-dessus sur l'évaluation de l'efficacité des programmes de formation à l'enseignement, des programmes de longue durée, de courte durée, des formations continues à l'enseignement, etc. Si on prend seulement le cas des programmes de formation à l'enseignement de longue durée. Aux États-Unis, on s'entend, les études qui étaient faites à ce sujet-là, on se rend compte qu'il y a des surprises quand on commence à examiner ça. D'abord, le sujet de l'étude de la formation à l'enseignement, ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup étudié. C'est une véritable boîte noire, la formation à l'enseignement. Alors, on ne sait pas trop ce qui se passe et les universités sont, je dirais, plus intéressées à étudier les autres qu'à laisser les chercheurs les étudier. Bon, elles sont méfiantes là-dessus. Mais quand on examine ces études-là, on voit par exemple que toutes ou à peu près toutes les institutions de formation sont d'accord pour dire qu'il faut évaluer la qualité de la formation sur la base du résultat des élèves, des finissants, OK? Que les finissants ont dans leur classe. Donc, ça, sur ce plan-là, c'est assez unanime. Cependant, si elles le disent, elles ne le font pas. Alors, quand elles évaluent la qualité de leur formation ou l'efficacité de leur formation, en tout cas dans 6 études sur 8, on remarque que l'évaluation de l'efficacité de la formation se fait sur la base de la perception des acteurs. Bon, la perception des finissants, la perception des enseignants, des formateurs de maîtres. Ça peut être la perception des directeurs d'établissements qui reçoivent les diplômés, etc. Tant et si bien que le problème qu'on a avec ça, c'est que la perception n'est pas stable. Elle est variable, elle est un indicateur qui peut être intéressant, mais ce n'est pas une preuve suffisamment solide. Et là, on se rend compte que quand on examine les programmes qui se basent seulement sur la perception des acteurs, et sur le plan pédagogique, ce seul plan-là pédagogique, soit qu'on dise que toutes les pédagogies se valent, au fond, on laisse les enseignants de ces programmes de formation-là enseigner un peu ce qu'ils veulent, ou soit encore qu'on dise, dans un cas surtout, là, c'est les approches constructivistes qui doivent être mises de l'avant. Alors que si on utilise si on va du côté des études qui utilisent les données des élèves, les apprentissages des élèves de ces finissants-là, là, on se rend compte que finalement, les approches pédagogiques privilégiées à l'intérieur des programmes, ce sont des approches de type enseignement explicite, enseignement structuré, etc. Donc, quand on mesure à l'intérieur de ces programmes-là l'efficacité par l'apprentissage des élèves, on a un autre discours sur la pédagogie employée dans ces programmes-là. Et quand on utilise la perception des acteurs, là, soit que toutes les pédagogies se valent, ce qui n'est pas le cas en réalité, ou soit qu'on propose carrément des approches constructivistes, ce qui pose un problème. Donc, on a tout intérêt à aller du côté de l'évaluation des apprentissages des élèves, même si c'est une procédure plus compliquée pour évaluer l'apprentissage, l'efficacité des programmes de formation. Tout à fait. Et là, on voit vraiment la cohérence finalement entre les résultats de recherche sur l'enseignement efficace
qui prônent, enfin, qui vont mettre en avant l'efficacité des approches telles que l'enseignement explicite, et les résultats de recherche empiriques aussi sur la formation des enseignants qui montrent que les programmes qui font le mieux réussir les élèves, ce sont aussi ceux qui finalement forment leurs étudiants à ces approches pédagogiques instructionnistes, dont l'enseignement explicite. Donc on voit vraiment une cohérence. Et à ce sujet-là, justement, il y a un auteur intéressant qui est Medley, qui en 1977 propose un modèle tout à fait pertinent pour parler de l'évaluation des programmes de formation. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de ce modèle? Ben oui, Medley, c'est quand même ancien, 1977, là, mais c'est pas parce que c'est vieux que c'est inintéressant ou non pertinent. On réfère encore à Platon de nos jours. Alors, il faut se garder une petite gêne pour la vieillesse. Alors, là, Medley a proposé à cette époque-là la rencontre de deux boucles qu'il appelle d'une part. Une de ces boucles-là, c'est la boucle de validation. L'autre boucle, c'est la boucle d'évaluation. Il dit, quand on veut évaluer un programme, l'efficacité d'un programme de formation, on doit prendre en compte ces deux boucles-là. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, la boucle de validation? Ça veut dire, au fond, il y a des approches ou des stratégies pédagogiques validées, en quelque sorte, des stratégies pédagogiques qui vont entraîner un meilleur apprentissage des élèves. Bon. L'enseignement explicite, notamment, a mis au jour, a aidé à formaliser un certain nombre de stratégies, que ce soit le modelage, la pratique guidée, la pratique autonome, enfin, toute une série de stratégies qu'on a pu décrire, que Rosenschein d'abord a décrites, que nous avons repris par la suite, complétées, etc. Donc, il y a une boucle de validation de bonnes stratégies-là. Mais on doit aussi, en revanche, mettre ces stratégies-là, comme tu le disais, en relation avec ce qui se passe dans un programme de formation, si on veut évaluer l'efficacité du programme de formation. Alors là, c'est là où on peut voir, et on peut se poser la question, est-ce que ces stratégies-là sont présentes dans les programmes de formation ou non? Ou encore, les activités du programme de formation qui visent à développer certaines compétences des futurs diplômés, au fond, quelles sont ces activités-là qui permettraient de développer des compétences de ces diplômés-là? Et s'il n'y a pas de cohérence entre les activités proposées dans les programmes de formation et les activités pédagogiques ou les stratégies pédagogiques validées par la recherche, bien, on se dit, au fond, on a un fichu problème dans un programme de formation. Un programme de formation pourrait, par exemple, et le cas existe, proposer des stratégies favorisant des approches plutôt de type constructiviste pour former ses étudiants en formation initiale. Et ces stratégies pédagogiques-là ne correspondent pas aux stratégies pédagogiques validées sur le plan empirique quand on examine la performance des enseignants dans les classes. Mais si, par contre, on a un programme de formation qui met en place ou permet de développer des stratégies qui sont présentes dans la boucle, ce qu'il appelle la boucle de validation, alors là, on a un programme qui, selon toute vraisemblance, augmenterait en efficacité. Et c'est ce qu'on a pu constater dans les deux études qu'on a vues antérieurement. Il y a des programmes de formation qui permettent à leurs étudiants d'apprendre des stratégies pédagogiques, notamment l'enseignement explicite ou des approches structurées, qui vont obtenir une bonne performance pour favoriser l'apprentissage des élèves quand les finissants vont s'exercer en classe. Tout à fait. Et ce qui est aussi intéressant dans ce modèle, c'est que ça montre parfois que certains programmes de formation parviennent à enseigner certaines stratégies à leurs étudiants. Donc les étudiants sont capables de les faire en classe. Mais le problème, c'est justement une espèce d'incohérence entre ça et les résultats de recherche empirique, s'il y a incohérence entre ce que le programme enseigne et les résultats des recherches fondées sur des données probantes. Est-ce qu'à partir de ce modèle de Medley, justement, tu pourrais nous donner l'un ou l'autre exemple d'études que tu as analysées et qui nous permettent d'en savoir plus sur la qualité de certains programmes de formation?
Oui, mais il y a eu une belle étude. Moi, j'avais beaucoup aimé l'étude de Wash, Glasser et Wilcox en 2006. Bon, ils ont examiné comment se faisait l'enseignement de la lecture dans les programmes de formation, divers programmes de formation, choisis aléatoirement aux États-Unis. Ils en ont choisi 72 institutions de formation. Et là, ils ont eu toutes sortes de surprises parce que venait d'être produit le fameux rapport du National Reading Panel sur les bonnes stratégies pour l'enseignement de la lecture, et on mettait de l'avant, c'était une critique quand même importante de l'approche globale pour l'apprentissage de la lecture, qu'on démolissait, à mon avis, et on mettait de l'avant une approche qu'on peut appeler graphophonétique, etc. Et il y avait 5 composantes principales en lecture. Alors là, ce qu'ils ont fait, les auteurs, c'est qu'ils ont tenté d'examiner à travers les plans de cours, parce qu'ils n'ont pu assister aux cours, mais au moins à travers les plans de cours, à travers les manuels de référence, est-ce qu'on enseigne les 5 composantes de lecture dans les programmes de formation? Alors, ils se sont rendus compte que, par exemple, les manuels utilisés, ils en ont examiné 227 manuels utilisés dans les cours. Il y en avait seulement 4 manuels qui étaient considérés comme acceptables, au sens où ils initiaient les élèves, les étudiants en formation initiale, aux 5 composantes de la lecture. Donc, 4 sur 227, c'est pas beaucoup, là. Et même une composante de lecture, au moins une, était utilisée dans 23 manuels. Donc, c'est pour ainsi dire, on enseigne la lecture n'importe comment, d'une certaine façon, dans les programmes de formation. Et quand je dis n'importe comment, c'est-à-dire qu'on présente l'apprentissage de la lecture comme une espèce de processus naturel. Alors qu'il n'y a rien sur le plan des données probantes qui dit qu'on apprend à lire naturellement. On apprend à marcher naturellement, on apprend à manger naturellement, mais apprendre à lire naturellement, c'est une théorie qui est, à mon avis, loin d'être validée. Au contraire, je veux dire, c'est plutôt un fantasme hérité de John Dewey. L'autre idée qu'on a, c'est que l'enseignement direct par l'enseignant de la lecture est présenté comme nocif, comme mauvais pour les élèves. C'est-à-dire, un enseignant ne peut pas jouer un rôle de leader, initier, faire du modelage, etc. Et cela, c'est mal vu. C'est assez étonnant. D'une certaine façon, mais pas surprenant d'une autre façon, au sens où on est en plein discours de la pédagogie nouvelle, où l'enfant, on doit tous, l'enseignant est comme assujetti au désir de l'enfant et doit en quelque sorte s'y soumettre, de sorte que finalement, on ne peut pas s'attendre à autre chose. Enfin, on aborde aussi, puis ça c'est présent dans nos programmes de formation au Québec, parce qu'on l'entend, le modèle ou comment je dirais, le modèle d'enseignement de la lecture ou les stratégies qu'on développe, qu'on met de l'avant pour enseigner la lecture aux enfants, c'est considéré comme un choix personnel de l'enseignant. Donc, on choisit selon nos préférences. On ne choisit pas selon les données probantes. Et ça pose un problème quand même majeur, à mon avis, en ce qui concerne la formation des enseignants, si on veut leur donner une formation professionnelle, c'est-à-dire basée sur des savoir-faire validés, bien là, on rate notre coup. Je pense que sur cette base-là, et c'est ce que cette étude-là a permis de mettre en scène. Bon, il y en a plusieurs autres, j'irai peut-être un peu moins dans les détails, mais l'étude de Cunningham, publiée un peu plus tard, sur les universités et les programmes de formation en Caroline du Nord, bon, de façon assez unanime, à peu près tous les programmes mettaient de l'avant un discours constructiviste, l'approche réflexive, etc., plutôt que de former à des savoirs structurés, validés par la recherche. Donc, on est encore dans une espèce d'ambiance de halo, de pédagogie nouvelle, ou centrée sur l'enfant, etc., et beaucoup moins dans une perspective de formation basée sur des données probantes.
Alors, c'est ça, à mon sens, qui ont permis de révéler ces études-là et à laquelle on doit être sensible dans nos programmes de formation. Et ça, c'est moins évident parce qu'un programme de formation universitaire, c'est difficile d'obtenir une cohésion entre tous les acteurs. Il faut se parler beaucoup, il faut discuter et ça prend un certain temps avant d'y arriver. Et finalement, à partir de toutes ces recherches que tu as consultées, fondées sur des données probantes, quels seraient, selon toi, les ingrédients clés d'une formation initiale de qualité? Bien, c'est sûr que ça peut dépendre des contextes aussi. Là. Il y a plusieurs éléments. C'est sûr que si on peut avoir une bonne sélection des étudiants, ça aide. On ne peut pas toujours le faire. Les contextes peuvent s'y prêter ou pas. On peut être en situation d'urgence où il faut former au plus vite des enseignants parce que les classes en ont besoin, il n'y a pas d'enseignants, etc. Bon, il y a des éléments conjoncturels auxquels on doit faire face, là. Cependant, moi, ce en faveur de quoi je plaide, c'est de dire que occupons-nous d'abord et avant tout du noyau dur de l'enseignement. C'est-à-dire, le cœur de l'enseignement, c'est quoi? C'est au fond les deux grandes fonctions que l'enseignant utilise ou mobilise en quelque sorte. L'enseignant, il va s'occuper des contenus à faire apprendre aux élèves et l'enseignant va s'occuper de gérer son groupe pour que l'ambiance et le climat soient facilitants pour que les apprentissages adviennent. Donc, gestion des apprentissages, gestion de la classe. Formons d'abord les enseignants à ce noyau dur-là. Et là, on a des données probantes là-dessus. On a une boucle de validation, pour employer l'expression de Medley à cet égard. On a des stratégies, on a un répertoire de stratégies. On pourrait dire, les Anglais appelaient ça un knowledge base for teaching. On a un réservoir de compétences pour enseigner. Et là, c'est ça, à mon avis, qu'on doit d'abord mettre de l'avant dans un programme de formation. À cela, on peut ajouter, oui, on a aussi des choses sur l'évaluation des apprentissages, sur la planification de l'enseignement. Bon, il y a évidemment une formation pratique supervisée étroitement. Et là, une formation pratique supervisée, mais supervisée comment? Eh bien, au fond, on va avoir comme grille d'analyse des pratiques un référent basé sur les bonnes pratiques telles que déterminées dans la boucle de validation. Et là, on commence à avoir une cohérence pour travailler ce noyau dur-là de la formation et faire en sorte que, finalement, on ait, au terme de cette formation-là, des étudiants qui maîtrisent des stratégies de base pour faire apprendre les élèves et le pari que les élèves vont apprendre, ça ne me surprendrait pas qu'on puisse le tenir et le relever assez aisément. Super, mais nous ici à l'Université de Mons, on utilise aussi l'expression kit de survie du jeune enseignant. Finalement, c'était une expression qui a été utilisée par Brophy aussi dans toutes ces recherches-là sur l'enseignement efficace. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, ce noyau dur, comme tu dis, qu'il convient de travailler en formation avec nos étudiants. Merci beaucoup, en tout cas, Clermont, pour cette discussion passionnante. Vous pourrez également trouver finalement un chapitre qui aborde ces questions sur la formation des enseignants dans notre dernier ouvrage sur le sujet, donc avec Clermont, Steve Bissonnette et moi-même, qui s'intitule « Questions théoriques et pratiques » sur l'enseignement explicite. Merci pour votre écoute.